Salut les autonautes. Alors pour cette première vidéo de la chaîne YouTube Les Autonautes, du coup, je voudrais d'abord vous présenter deux personnes qui vont m'aider pour faire cette vidéo et puis celles qui vont suivre aussi plus tard. Ces deux personnes qui vont m'aider pour faire les prononciations en allemand et en anglais, parce que bon, je suis pas très doué déjà en français, je prononce mal. Alors en anglais et en allemand, c'est même pas la peine. Donc en fait, je voudrais vous présenter pour l'allemand Birgit. Bonjour les autonautes. Et pour l'anglais Brenda. Hello les autonautes. Voilà, bonjour les filles. Alors cette première vidéo, elle va parler en fait, je vais parler de Diesel. Non, non, pas Vin Diesel, non, on s'en fout. Non, de Diesel. Non plus. Pas le parfum, non. Pardon de couper, mais un parfum qui s'appelle Diesel, c'est con, hein. Un peu con, non? C'est de là que ça vient quand on prend un vent avec quelqu'un, qu'on dit qu'on pue le gasoil. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter le personnage que vous venez de voir. Il s'appelle Bonnet. Alors je l'ai appelé comme ça parce qu'il a un bonnet et puis il est con. Voilà, donc il fera quelques interventions comme ça de temps en temps, quand il veut, parce que j'ai décidé. Voilà, donc il fera des interventions quand il veut, des blagues de merde, il fera des, enfin voilà, comme ça moi j'assume pas personnellement les conneries de Bonnet. Voilà, c'est tout. Et ouais. Donc je voulais vous parler de Rudolf Diesel. C'est lui. Rudolf Christian Karl Diesel. De son nom On se mal. Vas-y Birgit, coupe-moi la parole, connasse. Reste poli. Ouais, mais vas-y, dis-le toi. Rudolf Christian Karl Oui, Diesel. c'est exactement ce que j'ai dit. C'est peut-être mal prononcé, mais c'est ce que j'ai dit. Bref, Rudolf. On va faire simple, on va l'appeler comme ça. Rudolf. Rudolf est né le 18 mars 1858 à Paris. Ça sonne un petit peu trop allemand pour Paris, non? Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Oui, à Paris, oui, c'est tout bête, hein. C'est juste que les parents de Rudolf sont bien allemands d'origine, mais ils ont immigré à Paris en 1848. De là, Rudolf il passe une enfance pépère à Paris jusqu'en 1870, quand la guerre franco-prussienne, non, j'arrive pas à le dire, franco-prussienne, non, c'est mort. Franco-prussienne. Merci, mais t'es qui toi? Huguette. Ah, bonjour Huguette. Bah écoute, Huguette, si tu veux bien faire partie de l'équipe et donner un coup de main pour la prononciation, enfin, pour m'aider à prononcer quand je prononce mal. Pas de soucis. Ah bah super, ok, on part là-dessus. Ok, donc je disais, oui, la guerre franco-machin, quand ça s'est déclaré, en fait, ça a obligé ses parents à déménager pour Londres. Le temps que la guerre se passe. Et après la guerre, Rudolf a 12 ans. Et ses parents l'envoient en Allemagne à Augsbourg, chez son oncle et sa tante Barbara et Christophe Barnickel. Ah, excellent, Barnickel. Ah bah attendez. Imaginez la scène. Christophe, c'est Barbara. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, t'es où là? Bah, je suis au bar. Ah, tu es au bar? Nickel. Oh putain. Bon, j'avais prévenu là. Bref, on enchaîne. Alors, en fait, ses parents l'envoient donc chez son oncle et sa tante pour qu'il apprenne l'allemand. Dans l'école où justement son oncle est prof de mathématiques. Et c'est là qu'il prend goût aux maths et aux sciences en général. Donc après son cursus, il obtient un diplôme en génie mécanique. Et dans la foulée, il se fait embaucher par la société Linde pour travailler sur un nouveau système de réfrigération. Et en à peine un an, il devient directeur de l'usine. Ben moi je dis la classe quand même. Ça pose de bonhomme. En 1883, il se marie à Martha Flasch, avec qui il a 3 enfants, Eddie, Eugène et Rudolf Jr. Ouais. Sur le dernier, c'est pas fait chier. Hein. Au début des années 1890, il déménage à Berlin pour aller travailler dans l'usine de Linde, pour travailler justement sur un nouveau concept de moteur à vapeur
qui aurait un ratio énergétique supérieur au moteur à vapeur de l'époque. En fait. Pour ça, il travaille sur de la vapeur d'ammoniac. Mais là, mauvaise idée. Le moteur lui explose littéralement à la gueule. Donc il se retrouve plusieurs mois à l'hôpital. Il aura comme séquelles en fait des violents maux de tête dont il n'arrivera jamais à s'en débarrasser. Mais il trouve quand même le temps d'écrire un traité qui s'appelle Alto Birgit. Theorie und Konstruktion eines rationellen Wehrmotors zum Ersatz der Dampfmaschinen und der heute bekannten Verbrennungsmotoren. Merci Birgit. Ce qui veut dire en français, non, j'ai noté sur papier. Alors, voilà, ce qui veut dire théorie et construction rationnelle d'un moteur thermique pour remplacer la machine à vapeur et moteur à combustion connue. Le titre est long, hein, c'est vrai, mais ce sera sa base de travail pour le moteur que tout le monde connaît. Donc à la fin du 19e siècle, là il travaille pour son compte cette fois sur un moteur qu'il aime à appeler le moteur à allumage par compression. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple en fait. Animation. Les moteurs diesel sont des moteurs à combustion interne alimentés par injection de gazole. Leur fonctionnement se subdivise en 4 phases qui se répètent successivement. Admission, compression, combustion et expulsion. Dans la première phase, le piston descend jusqu'à remplir le cylindre d'air aspiré par la soupape d'admission. Lorsqu'il se trouve à son point mort inférieur, la soupape se ferme et le cylindre devient étanche. Dans la deuxième phase, le piston remonte jusqu'au point mort supérieur et l'air comprimé dans la chambre de combustion passe à une très haute température. Le gazole pulvérisé est alors injecté et s'enflamme immédiatement sans qu'il y ait besoin d'allumage, comme dans le moteur à essence. La combustion impulse au piston un violent mouvement descendant qui constitue le temps de travail proprement dit du moteur. Le cycle se conclut par l'ouverture de la soupape d'échappement et la remontée du piston qui facilite l'expulsion des gaz. Les moteurs diesel se différencient des moteurs à essence par leur plus grande robustesse et un meilleur rendement énergétique. Ok, merci. Mais là où il bute dans ses recherches, c'est sur la construction d'un piston et d'un cylindre qui serait capable de supporter l'énorme pression générée pour enflammer le mélange et aussi sur la quantité et l'exact moment d'injection du carburant. Bon bah il finit par y arriver, hein, forcément, sinon on ne ferait pas cette vidéo. Il finit par y arriver et il dépose un brevet sous le nom de moteur à huile lourde. Pardon, je voulais pas passer pour le bonnet. Bah si. C'est quoi juste une huile lourde? Eh bien tout simplement le résidu après distillation du pétrole brut. Bon, bah, je ne vais pas vous expliquer dans le détail, donc je vais vous mettre en bas un lien qui vous l'explique très bien. Ouais, super. Enfin, en gros, pas envie de se faire chier expliquer, quoi. Mais pourquoi construire un moteur qui fonctionne aux huiles lourdes? Très bonne question, Bonnet. Ben, en fait, Rudolf, il était philanthrope. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire philanthrope, je vous le marque là, et vous cherchez sur internet et sur un dictionnaire. Bref, en fait, Rudolf il s'était rendu compte que la pauvreté était accentuée par l'arrivée de la machine à vapeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, une machine à vapeur remplaçait plusieurs bras. Donc des gens se retrouvaient au chômage à cause de ça. En plus, la machine à vapeur, non seulement elle coûtait cher à l'achat, mais elle coûtait cher en entretien. Et à contrario, les huiles lourdes, ça coûtait que dalle. Donc en fait, l'idée de Rudolf, c'était ça. C'était créer un moteur compact, facile d'entretien, et qui en plus fonctionnait avec un carburant qui coûtait que dalle, quoi. Donc en fait, il voulait créer un moteur accessible à toutes les bourses, quoi. Grâce à son moteur, Rudolf, tiroir caisse. Ah bah oui, forcément, il vend sa licence partout dans le monde, il s'en fout plein les fouilles. Bref. Sauf que, début des années 1910, ça commence à sortir le roussi. On sent les prémices de la Première Guerre mondiale, quelques tensions se font entre les pays. Du coup, Guillaume II, vous avez vu le regard qu'il me lance? Il a l'air un peu amoureux, non? Ouais. T'es gentil Guillaume, mais j'aime pas les moustachus. Allez, hop, dégage.
Donc, je disais, oui, Guillaume II, il veut moderniser la marine militaire allemande. Bah oui, parce qu'à l'époque, les bateaux étaient équipés de moteurs à vapeur, comme l'Angleterre. Sauf que l'Angleterre avait une flotte considérable que l'Allemagne n'avait pas. Du coup, Guillaume II est intéressé par toutes les évolutions techniques possibles et imaginables. Et forcément, par le moteur diesel. Ah oui, il est plus performant et plus économique. Et en plus, un gain de place, puisqu'il s'enlève la chaudière et la soute à charbon. Mais c'est sans compter sur le refus de Rudolf. Ah oui, il dira lui-même, mon invention ne servira pas à faire la guerre. Oh, mais non, elle sera plus convaincant que ça quand même. Regarde, attention, regarde. Acte. Mon invention ne servira pas à faire la guerre. L'armée allemande doit se résoudre. Elle a perdu la course à l'armement face à l'Angleterre. Mais elle ne s'avoue pas. Et c'est reparti. Elle ne s'avoue. Huguette. Elle ne s'avoue pas vaincue. Merci. Têtu de la bestiole, hein. La guerre se fait de plus en plus précise. Et l'Allemagne sent qu'elle n'aura pas le temps de rééquiper tous ses bateaux au moteur diesel. Alors si elle ne peut pas gagner sur l'eau, elle veut gagner sous l'eau. Et oui, Guillaume II veut absolument que tous ses sous-marins soient équipés de moteurs diesel. Bah ouais, mais je croyais qu'il voulait pas vendre sa licence à l'armée allemande. Oui, tu as raison, Benet. Mais là où Guillaume II joue les filous, c'est qu'il fait voter une loi qui empêche tout transfert de technologie à l'étranger, du coup le moteur diesel, obligeant Rudolf à vendre qu'en Allemagne, et du coup à l'armée allemande. Parce qu'il est hors de question pour l'Allemagne que l'Angleterre tombe sur les dernières évolutions du moteur diesel. Têtu et égoïste. Accumule. Alors vous imaginez bien que lui, Rudolf, ça l'énerve de ne pas pouvoir vendre les licences de l'évolution de son moteur à l'étranger, d'autant qu'il est de plus en plus opposé à la politique de l'Allemagne. Il décide de publier sa vision anticapitalisme dans un essai qu'il nomme Solidarismus. Solidarisme en français dans le texte. Et c'est pas tout. Monsieur Rudolf le Rebelle doit se rendre en Angleterre en septembre 1913 pour inaugurer une nouvelle usine et au passage discuter de l'évolution du moteur diesel. Oh, t'as pas droit. L'Allemagne va taper sur les doigts. Le 29 septembre 1913, il embarque sur le Dresden, direction l'Angleterre. Le soir, il dîne avec ses relations d'affaires où il parle de l'ouverture de la future usine et puis de l'évolution du moteur diesel. Donc après manger, il prend congé de ses associés et leur donnant rendez-vous le lendemain matin. Sauf quand il va disparaître dans la nuit. Et c'est que 10 jours plus tard qu'on retrouvera son cadavre au beau milieu de la Manche. Au beau milieu de la Manche, tu dis? Non. C'est la thèse du suicide qui a été retenue sous prétexte de gros problèmes d'argent. Des problèmes d'argent? Ah bah, tu m'étonnes. Hein. J'ai chopé son livre de compte. Regarde. Livre de compte. Dedans, t'as pas vu, hein. Regarde. Je regarde là, on voit. Déjà, il a fait des mauvais placements, déjà. Alors, comme dit dans la pub, j'aime bien tout payer trop cher, hein, déjà. Alors, il s'est payé une belle villa aussi. Alors, ça me fait marrer, là, à partir de toutes les bourses, là, saligo. Et, ah oui, son bouquin, là, le Solidarismus, là. Édité, 3000 exemplaires, vendu 400. Allez hop, dans le cul la balayette, l'embranche les tickets avec. Hein. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette version. Certains pensent à un complot. Pour quelle raison? Il y en a 3 en fait. Premièrement, il n'a pas laissé de lettre d'adieu. Deuxièmement, au départ de son voyage, il a écrit une belle lettre enjouée à sa femme. Et troisièmement, c'est le fait le plus troublant, on a retrouvé la clé de la serrure de sa valise dans la serrure. Comme si quelqu'un était venu l'interrompre alors qu'il allait ouvrir sa valise. Donc, sur ces 3 éléments-là, on est en droit de se poser la question si c'est un suicide ou un meurtre. Je sais pas. Mystère boule de gomme, quoi. Je voudrais finir sur une ironie. Rudolf Diesel, un anticapitaliste, qui voulait un moteur au service de l'humanité, un moteur pour toutes les bourses, comme il aimait à le dire,
eh ben, son invention se retrouve bien malgré lui à la base même de la mondialisation. Ce que je veux dire en fait, c'est que si le moteur diesel n'avait pas existé, le développement du commerce maritime mondial n'aurait pas pris autant d'ampleur aussi vite. Alors je vous pose la question, quel avenir aurions-nous eu si Rudolf n'était pas mort? Je vous laisse 2 heures. Excuse-moi, Tony, là, c'est pas censé être une chaîne qui parle de bagnole, là, parce que le bateau n'a rien à foutre, là, non? Oui, tu as raison, Bonnet. Mais tu veux savoir quoi? Bah, je sais pas, moi, par exemple, la première voiture équipée de moteurs diesel, ou même la première française qui a roulé en diesel, enfin, je sais pas, un truc comme ça, quoi. Enfin, fais ton taf, quoi, merde. Eh bien, c'est Peugeot qui dégaine le premier, en 1921, avec la Type 156. C'était un moteur 2 temps, mais c'était pas un moteur diesel, hein. C'était un moteur inspiré par le système Rudolf Diesel. C'est l'ingénieur Tartrey qui a fait ce moteur. Et cette voiture a parcouru le Paris-Bordeaux-Paris, cette fameuse course, hein, avec des pointes à 70 km/h et une consommation moyenne de 16 litres au 100. Mais bon, on était en 1921. Hein. Ouais, peut-être, mais c'est pas une voiture de série. Non, c'était pas une voiture de série, non, c'était même plutôt un prototype. La première voiture de série, c'est Mercedes qui s'y colle en 1936 avec la 260D, équipée d'un moteur 4 cylindres en ligne de 2445 cm3. En France, c'est une fois de plus Peugeot qui s'y colle en 1939 avec la 402 Taxi. Ouais, le premier diesel en France c'était un taxi. Et je peux même te dire que la première italienne c'était la Fiat 1400 en 1953. Bon bah voilà, tu vois quand tu veux. Je veux parler de bagnole, c'est mieux. Et bien voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Salut les autonautes!